Vas-y. Merci à toi Antoine, de lancer, le 1er meet-up d'Algofi, 1er meet-up officiel. Alors c'est vrai que le terme c'est speed learning parce que c'est vrai qu'en termes de format, ça se calque à ce qu'on a l'habitude de voir avec le speed learning. Mais c'est vraiment un meet-up avec un fonctionnement qui est quand même différent du speed learning. Merci à toi. Je sais que c'est pas évident de lancer les choses, mais il y a beaucoup de choses que tu lances en premier, Antoine, donc il était juste que tu sois le premier à lancer le meet-up chez Algofi. Et ce dont je suis sûr, c'est que, pas mal d'autres, suivront et l'objectif, à terme, je pense que vous le savez tous, c'est d'ouvrir, nos meet-up. Et d'ailleurs, c'est l'un des attraits du meet-up, c'est d'ouvrir les meet-up à des externes. Donc voilà. Donc là, on le fait entre nous. C'est un sujet qui est porteur, qui est celui de Microsoft Azure. Donc voilà. Donc merci à toi, Antoine. Merci beaucoup. Très bien. Donc je vous ai partagé le lien là de ma présentation PowerPoint pour trouver, plus de détails. Donc effectivement, je vais vous parler de Microsoft Azure, hein, qui est une plateforme, cloud, très connue, très utilisée par nos clients et qui touche, pas mal de métiers, pas uniquement les développeurs, mais tout un tas de métiers sont amenés à jouer avec cette plateforme, donc c'est intéressant de la présenter et surtout, c'est un secteur économique en plein boom, les entreprises adoptent, le cloud et en particulier Azure, de plus en plus, donc c'est intéressant de se pencher dessus. Donc cette présentation est assez libre, je vais vous demander un petit peu de participer. N'hésitez pas à m'interrompre, à l'oral ou par écrit pour rendre cette session interactive et intéressante. Hem, donc voici le plan de la présentation. Je vais vous rappeler qu'est-ce que le cloud computing et ensuite je vais vous parler de Microsoft Azure, un des acteurs, majeurs du cloud. Présentation théorique, liste de quelques services importants, une petite démonstration du portail Azure. Voilà, c'est l'essentiel de la présentation. Après une petite conclusion, une synthèse et une session de questions-réponses. On est parti? Donc avant de me lancer dans le grand bain, donc nous sommes tous, membres d'Algofi. Moi je suis le practice leader de la practice DevOps. Donc vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez avoir plus d'informations et il y a d'autres practices, il y a d'autres practice leaders, à cette réunion, donc n'hésitez pas à aller faire un tour également sur cette page pour voir les autres practices et donc aujourd'hui on va parler de Microsoft Azure. Alors, première chose qu'on peut définir, c'est, le cloud computing. Donc il y a c'est un peu difficile de trouver une définition assez simple, mais ça que j'ai trouvé dans Wikipédia, c'est qu'on peut dire que c'est un ensemble de services, de ressources informatiques qui sont dispersées dans les nuages. On ne sait pas trop où c'est, mais en tout cas, voilà, ce sont des ressources informatiques accessibles, depuis internet, pour gérer la donnée, stocker, les manipuler, les envoyer, les recevoir, voilà. Le terme en français approprié, ce serait, informatique en nuage ou informatique dématérialisée. En pratique, on parle de cloud. Voilà, donc le cloud computing, le cloud, c'est tout cet écosystème qui régit, voilà, l'accès à des services distants. Donc dans cet univers de cloud computing, il y a plein de notions, de termes et cetera. Je ne vais pas pouvoir tous les aborder, mais j'en ai listé quelques-uns. Donc on distingue d'abord des types de services. Il y a 3 principaux types de services. Heu, le service le plus bas niveau, c'est le service infrastructure. On parle de IaaS. Donc là, c'est quand on met à disposition, des machines, nues, j'ai envie de dire, où il y a rien installé. Donc c'est à la charge du client d'installer un système d'exploitation, de faire des configurations, installer le logiciel et cetera. Donc c'est vraiment, comme une carcasse de voiture, voilà, à nu, quoi. Pour prendre la comparaison avec le monde automobile. Après, il y a les services de type PaaS, donc là, c'est Platform as a Service. Donc là, c'est des produits un peu plus évolués où on met à disposition une machine avec, par exemple, Windows ou Linux installé. Donc ça permet d'avoir là une machine, prête à l'emploi. Vous pouvez installer vos logiciels. Donc vous avez moins de liberté, mais la machine et le produit il est un peu plus évolué. Et ensuite, vous avez peut-être un terme qui vous parle un peu plus, le SaaS, Software as a Service, c'est quand vous bénéficiez de services, prêts à l'emploi où vous avez rien installé, le service vous est directement, fourni.
Donc, on utilise beaucoup de services SaaS au quotidien. Donc, tous les services où vous avez accès par interface graphique. On peut penser à un Jira, on peut penser à beaucoup de choses. Voilà, ce sont des services en mode SaaS. Ensuite, on distingue différents types de cloud. Donc, j'en distingue principalement 3. Donc, il y a les clouds publics, dont fait partie Azure. Je vais en parler après. Après, il y a les clouds privés, où là, certaines entreprises montent en interne un cloud. Je pense en particulier aux grandes banques françaises qui aiment bien ce genre de structure, donc le cloud privé. Et ensuite, il y a l'hybride qu'on rencontre dans la majorité des cas. C'est une pincette de cloud public et une pincette de cloud privé. Donc, 3 acteurs majeurs du cloud public que j'ai listé ici. Donc, le plus connu, celui qui a lancé la mode, le mouvement, donc c'est Amazon, avec son très célèbre Amazon Web Service. Amazon qui à l'origine vendait des livres, aujourd'hui fait beaucoup de business avec son service AWS, qui marche très bien. Ensuite, il y a son challenger Microsoft Azure, dont on va présenter les caractéristiques dans la suite de cette présentation. Donc, géré par Microsoft, comme son nom l'indique. Et ensuite, il y a Google, évidemment, qui a lancé son offre de cloud public avec GCP, Google Cloud Platform. Alors, bien sûr, il y a des dizaines d'autres acteurs. Il y a Oracle également, sa structure de cloud public, HP, IBM, OVH Cloud pour le petit secteur français. Enfin, il y en a bien d'autres. Mais souvent, les 3 plus connus dans le monde, c'est Azure, AWS et Google Cloud Platform. Voilà. Donc, le grand principe du cloud computing, il y en a beaucoup. Mais les principaux principes, c'est donc des ressources en libre service. Donc, tout un chacun peut décider d'accéder à des ressources, de commander des ressources. Donc, ils sont souvent disponibles dans la foulée. Ça prend quelques secondes ou quelques minutes de fournir un service. Et il y a aussi l'intérêt de pouvoir arrêter la ressource quand on le souhaite. Donc, on paye à l'usage. Ça fait référence à la quatrième partie. Le principe d'ouverture aussi, c'est qu'on peut accéder à un catalogue de services depuis Internet, donc c'est ouvert à tous. Et il y a aussi un principe de mutualisation, on peut là regrouper tous ces services dans un seul cloud pour éviter de s'éparpiller et de rationaliser son infrastructure et de mutualiser les coûts. Il y a bien d'autres principes, je n'ai pas tout énuméré, mais il y a pas mal de choses à dire sur le principe du cloud. Petite question justement sur le cloud. Vous avez tous entendu parler du cloud computing. Est-ce que vous pouvez me dire les avantages, les inconvénients sur cette tendance, sur cette technologie? J'aimerais un petit peu vous entendre sur ce sujet. Pas trop de répondants? Après, bon, les avantages, là, on sait que on se connecte de partout. Du coup, tout est connecté. Mais après, les inconvénients, j'en ai pas encore entendu. J'en ai listé dans les notes. Alors, si je vais afficher les notes. Alors, quelques avantages. Donc, souvent, on dit que ça réduit les coûts d'infrastructure. Donc, ça évite d'avoir à gérer nous-mêmes du matériel informatique. On se débarrasse des salles de serveurs, des serveurs, on héberge tout ça dans le cloud. Comme on peut bénéficier de produits assez évolués, on a moins de tâches pénibles ou compliquées comme installer des produits, gérer des licences, gérer la disponibilité, le backup, la sauvegarde, etc. Donc ça nous simplifie quelques tâches. Il y a aussi consolidation des données, donc on peut rassembler les données à un seul endroit et avec des capacités de stockage illimitées. Ça permet également, en cas de désastre, il y a pas mal de solutions de sauvegarde, de backup. N'hésitez pas à participer. On t'entend plus. Ouais, ça y est, je parle, excusez-moi. Ouais.
bon, il y a beaucoup d'avantages, mais on va également parler surtout aussi des points de vigilance. Donc, comme ce sont des produits mis à disposition, vous avez une flexibilité moindre, parce que le produit n'a pas toute la flexibilité, vous n'avez pas accès à tous les réglages, par exemple, des problèmes de sécurité. Les coûts également, comme c'est des coûts à l'usage, vous pouvez avoir des coûts assez incontrôlés si vous avez mal configuré ou si vous avez commandé un serveur trop grand, trop dimensionné, ça va vous coûter très cher. Bien sûr, il y a des mécanismes pour contrôler tout cela, mais il faut être vigilant. La sécurité, qui est souvent un des freins à l'adoption du cloud, en particulier le cloud public, c'est qu'une mauvaise configuration de votre part, vous pouvez exposer des données à n'importe qui. Il y a pas mal d'affaires sur le net où on voit des fuites de données, des serveurs non sécurisés avec des mots de passe par défaut. Donc là, c'est bien sûr de votre responsabilité. On parle également de vendor lock-in. Donc ça, ce n'est pas spécifique au cloud, mais si vous utilisez des produits très spécifiques à Azure, par exemple, et que vous voulez quitter vers un autre cloud, ce n'est pas toujours possible, parce que si vous avez adopté leur produit bien spécifique, vous ne retrouverez pas le même chez AWS, par exemple. Donc vous êtes un petit peu enfermé dans le monde Azure. Donc pour éviter cela, il faut passer par des produits assez standards ou interopérables. Je pense à Kubernetes, par exemple. En cas de problème technique, vous avez également souvent un support limité, parce que vous devez contacter les personnes d'Azure. Donc, si vous avez une offre de service limitée, vous pouvez être un petit peu livré à vous-même. Et il y a également des problèmes liés à tout ce qui est gouvernance, un petit peu politique, à qui appartiennent les données, parce que, bien sûr, Microsoft Azure est un acteur américain et est soumis à ce qu'on appelle au Cloud Act, notamment. Donc, le gouvernement américain, sous dérogation, peut aller fouiller vos données si nécessaire. Voilà les quelques points de vigilance. Des réactions sur ces petits points? Non, c'est très clair. Voilà, il y a beaucoup de choses sur... Peut-être Antoine, par souci, ouais. j'aurais peut-être cité comme acteur du cloud, c'est quoi, c'est Alibaba, qui est un gros acteur chinois qui pèse en Chine. Ouais. Mais en France, il est peu utilisé, effectivement. Ouais, Alibaba, je le citais plus par rapport à la Chine, mais tu as raison. D'accord. Effectivement, la Chine, c'est un contexte très particulier. Je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont bannis, etc. Donc, ouais, effectivement, Alibaba, mais en France, c'est quasiment inexistant. Mais c'est vrai. Chaque gros acteur de l'IT a son offre cloud. Maintenant, c'est un petit peu le passage obligé. Et on voit des rapprochements d'ailleurs. Entre Oracle et Azure, il y a un rapprochement. Peut-être une fusion possible à voir. Vous verrez ça dans l'actualité. Oui, je parlais de FinOps. Enfin, j'ai pas parlé de FinOps. FinOps, c'est la tendance, parce que vraiment, le cloud, il y a quand même cette notion de coût qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça, vous pouvez le rencontrer sur des CV, par exemple. FinOps, c'est la gestion maîtrisée des coûts. Donc, vous avez des interfaces, des alertes à mettre en place pour vous assurer que vos coûts n'explosent pas. Parce que votre facture, en fait, varie d'un mois à l'autre. Ça dépend vraiment de l'usage, du nombre de données qui a été transféré, envoyé, etc. Donc, c'est vraiment particulier. Alors, on va rentrer un peu plus dans Microsoft Azure. Donc, ça, c'est le logo officiel de Microsoft Azure, un A de couleur Azure. Donc, si vous cliquez sur le lien azure.microsoft.com, je vous laisserai balayer la documentation. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Vous avez tout un accès, des pages. C'est très bien expliqué, vraiment Microsoft Azure. Il y a vraiment beaucoup de documentation dans toutes les langues. Tous les publics. Donc, vous avez vraiment plein de choses pour vous aider, pour démarrer. Donc, ça, c'est la partie commerciale. Voilà, vous pouvez également aller voir les portails des solutions de cloud concurrentes. C'est à peu près la même chose. Donc, un petit historique. Donc, le cloud computing, voilà, ça a émergé vers 2008-2006. AWS, c'est 2006. Les premiers services, au début, c'est une dizaine de services, principalement des serveurs, des machines virtuelles, puis après, ce sont des services plus évolués. Microsoft a rattrapé le coup en 2008, un peu comme Google, qui enchaîne dans la foulée. Donc, il y a beaucoup de comparatifs entre ces trois acteurs. Voilà. À l'heure actuelle, il faut quand même le dire, AWS est le plus avancé.
en termes de services, en termes de maturité. Ensuite, je dirais que c'est Azure, après c'est Google, un petit peu le challenger. Donc, il y a une notion de service qu'on commande dans le portail Azure. Donc là, je vous ai mis un lien pour lister les plus de 600 services. Ça augmente chaque jour. Il y a toujours de nouveaux services qui sont ajoutés, retirés. Donc pour tous les usages, ça peut être de la vidéo, du texte, du traitement de données, intelligence artificielle. Donc là, vous avez sur la gauche tout un ensemble de catégories. Donc vous avez des sous-catégories, sécurité, vous voulez faire des firewalls. Vous pouvez également commander des machines Windows toutes simples, c'est également possible. Windows, Linux, évidemment. C'est un produit, c'est Microsoft, mais vous avez accès à des solutions d'éditeurs tierces, comme Linux, par exemple, qui est un concurrent de Windows, on va dire. Enfin, voilà, vous avez également des bases de données MySQL, par exemple. Enfin, vraiment des produits très caractéristiques. Et puis, vous avez des produits qui font un petit peu la différence. Je pense au machine learning, voilà les choses qui font un peu le buzz en ce moment, qui vous permettent de faire des choses un peu avancées. Le multimédia, voilà, vous pouvez faire des choses des choses qui ne nous concernent pas directement nous chez Algofi. Plus classique, du stockage. Il y a mille et une façons de faire du stockage, etc. Mise en réseau, voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à parcourir ce catalogue de services, si cela vous enchante. Et il y a également tous les acteurs tierces, tous les éditeurs qui mettent en place une marketplace. Donc, ils vous proposent des produits prêts à l'emploi. Donc, vous avez un petit moteur de recherche. La dernière fois, on parlait de Jira, je sais, avec Toussaint. Et donc, si vous cherchez une solution Jira, vous pouvez commander une instance Jira prête à l'emploi. Voilà, donc, tout un ensemble de sociétés mettent à disposition un catalogue de services évolués sur la marketplace. Voilà, c'est le même principe pour tous les acteurs du cloud. Mais donc, c'est pour dire que vraiment, le catalogue est vraiment immense. Voilà. À noter également, oui, en 2018, il y a un enjeu en cloud, c'est vraiment la gouvernance et la localisation des données. Vous savez, avec la loi GDPR, RGPD en français, qui vous met quelques contraintes. Donc, chaque acteur du cloud ouvre des régions, des data centers dans différentes régions du globe. Et Azure, en 2018, donc c'est assez récent quand même, c'est que l'ouverture du data center à Paris. Donc, vous pouvez également choisir bien sûr, plusieurs lieux pour répartir votre infrastructure. Et vous pouvez choisir plein de pays. Donc ça pareil, c'est des régions, ça s'étend chaque année, de nouvelles régions sont ouvertes. Voilà. Et à noter, tous les services ne sont pas accessibles dans toutes les régions. Et les coûts aussi varient selon les régions. Donc voilà, c'est assez particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les caractéristiques du Cloud Azure? Donc, c'est assez robuste, c'est assez fiable, c'est assez mature. Donc, ça s'appuie sur l'écosystème Microsoft, qui est assez prépondérant dans notre industrie. Donc, c'est pratique. Tout ce qui est Azure Active Directory, LDAP, etc. Donc, c'est bien connecté, Azure, Office 365, etc. Le marché du cloud est en pleine dynamique, c'est en pleine croissance. Donc, le chiffre d'affaires est considérable. La plupart des acteurs, les grands acteurs français, les grandes entreprises françaises ont adopté du cloud, à plus ou moins grande échelle. Et moi, je trouve vraiment ce qui fait la différence avec les autres services cloud, c'est vraiment la documentation qui est très, très riche. Par exemple, vous voyez que c'est très, très vaste et on a du mal à commencer. Donc, il y a par exemple un exemple d'architecture type qu'on peut adopter pour vous aider à démarrer sur certains cas d'usage. Voilà, vous avez tout un ensemble d'architectures prêtes à l'emploi. Je prends vraiment au hasard. Et donc là, il y a tout un discours. Voilà, il y a des architectures, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à adopter les meilleures pratiques et démarrer votre projet. Donc vraiment, la documentation est très bien faite. Et bien sûr, tout le monde peut, si vous voyez une erreur, vous pouvez signaler l'erreur. Enfin voilà, il y a vraiment des choses bien faites. Remonter l'erreur, etc. Contribuer à la documentation, collaborer. Donc, pour nous, DevOps, il y a des solutions, des services bien particuliers que je voulais mettre en évidence. Pour ceux qui font du Terraform, donc le logiciel bien connu d'infrastructure as code, l'idée principale, c'est
décrire les services à l'aide de code et non pas en cliquant avec le clavier et la souris. C'est vraiment voilà, un code qu'on applique. Il y a le très connu Azure Provider qui est officiel chez HashiCorp. Donc là, désolé, c'est un peu technique, mais c'est pour ceux qui font du Terraform, un outil maintenant quasi standard dans le monde DevOps. Donc bien sûr, Azure, la plupart des services Azure ont un équivalent chez Terraform. Par exemple, DNS, voilà. Donc vous voulez, je vous montre rapidement Terraform. Vous voulez rapidement un enregistrement DNS en Terraform. Vous voyez, vous écrivez ça dans votre fichier, vos ressources, et vous l'appliquez et vous obtenez ce service. Voilà, c'est ça le Terraform en quelques secondes. C'est un espèce de langage, c'est ça le... C'est un langage, effectivement, où on décrit son infrastructure dans du code. C'est du XML, je crois, derrière, il me semble, non? C'est un langage HashiCorp, mais qui ressemble à un langage descriptif, donc type XML, effectivement. C'est facile à lire. Et si vous appliquez ça avec le logiciel HashiCorp, vous spécifiez votre mot de passe et votre login et vous obtenez la ressource souhaitée. Donc là, en l'occurrence, un enregistrement DNS. Donc vous avez ça pour beaucoup de produits du marché. Je pourrais faire un meet-up et un speed learning sur Terraform plus tard. L'autre idée, c'est Bicep. Donc pareil, c'est une autre manière d'écrire du code. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça, c'est spécifique à Azure. Autant Terraform, c'est tous les cloud providers, autant Bicep, c'est vraiment le langage de description pour décrire des ressources dans le langage Bicep. Donc, moi, je ne le connais pas très bien, ce langage. C'est plus du Terraform qui est plus universel, mais voilà, c'est aussi possible de. Voilà, vous voyez, là, c'est du code qui ressemble un peu à du code type Java, JavaScript. Donc, vous décrivez votre ressource. Voilà, c'est ça, c'est spécifique Azure. Pas très populaire. Ce qui est plus populaire, c'est vraiment Terraform, à mon avis. Il y a également très connu, c'est toute la suite Azure DevOps. Donc, il y a un ensemble de produits qu'on appelle Azure DevOps. Donc là, il y a plein de produits pour gérer vos pipelines, vos artefacts, vos tests, vos tickets. Enfin, voilà, donc très intéressant. Donc là, mon tableau Azure, vous voyez, il y a plein de services prêts à l'emploi. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, donc toutes les équipes de développement peuvent adopter ce genre d'outils. C'est très pratique. Et le dernier, et non des moindres, c'est que ceux qui ne le savent pas, c'est que le logiciel très connu GitHub, qui permet donc qui regroupe beaucoup de code informatique, appartient à Microsoft. Et depuis quelques années, ça a été racheté il y a 4-5 ans. Et donc, l'intégration avec Azure est assez intéressante et très poussée. Donc, voilà, vous pouvez facilement, en fait, depuis GitHub, si votre code est standardisé et testé, pousser votre code sur une interface Azure et ainsi déployer assez facilement votre bout de code. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs DevOps parmi nous qui veulent rebondir sur ces thèmes. Non? Bon. Alors, on va aller directement dans la démonstration. Donc, tout le monde peut créer un compte Azure, je l'expliquerai un peu plus tard, mais une fois que vous avez créé un compte Azure, vous avez une espèce de portail. C'est un portail pour gérer de manière assez simple. Donc, c'est un site web où vous gérez vos ressources. Vous voulez, par exemple, une base de données PostgreSQL qui est assez populaire. Donc, vous cherchez un service PostgreSQL. Donc, on va essayer de commander une base PostgreSQL. Donc, je vais juste simuler la création, mais pour vous montrer un petit peu l'idée. Donc, vous pouvez cliquer sur Create. Donc là, il vous propose. Donc là, c'est une base de données SQL. Donc là, vous voulez, par exemple, un single server, imaginons. Vous faites sur Create. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, tout un formulaire très simple. Donc là, je ne sais pas si c'est que moi, mais je vois le PowerPoint, je ne vois pas la démonstration. Ah, personne ne voit la démonstration? On voit la page du slide, Antoine, mais on ne voit pas le reste. Il y avait autre chose, c'est ça? Non, je présentais le portail. Alors, Ah non, on ne voit que le slide. J'essaie de share this tab instead. Voilà, là, vous voyez mieux, là? Là, on le voit, ouais. OK, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc, Microsoft, vous êtes sur votre portail Azure. Vous voulez commander une base de données PostgreSQL, très populaire dans notre industrie. C'est un petit peu le concurrent open source d'Oracle. Donc là, vous le créez
pour le test, vous les créez voilà, pour une petite démonstration cet après-midi, ce soir, une base de données SQL. Donc voilà, vous sélectionnez en gros voilà, qui paye, dans quel groupe vous voulez la mettre. Vous lui mettez un petit nom et vous lui dire voilà, où est-ce que vous voulez la placer. Donc ça, vous avez intérêt à la placer en France si c'est pour des questions de latence, mais vous pouvez la placer autre part pour des questions de coût, par exemple. Quelle version de la base vous souhaitez? Donc là, c'est la version 11, il n'y a pas le choix. Combien de cœurs? Vous voyez, vous pouvez choisir. Oui, c'est très puissant. Voilà, vous mettez 4 cœurs. Là, vous avez le coût qui est simulé par mois. Et là, vous dites, voilà, c'est le compte admin, le mot de passe est averti. Voilà, donc les mots de passe ne sont pas valides. Mais voilà, vraiment l'esprit du. Vous voyez, et là, vous faites sur Review plus Create et ça vous créerait la ressource Postgre en quelques secondes, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée? Et puis c'est très poussé selon le produit, mais vous pouvez voilà, activer le chiffrement des données. Vous pouvez mettre des tags. Donc, on peut mettre application. L'application, c'est le shop. Vous voyez, vous pouvez identifier vos services avec des tags. Et derrière, vous pouvez aussi, voilà, le coût. Donc là, il vous estime le coût à 967 € par mois. Donc ça, c'est un coût estimé. Bon, on a pris vraiment n'importe quoi. Mais votre coût est estimé parce qu'il dépend de l'usage. Donc ça dépend du trafic, etc., du nombre de. C'est un bon petit prix, ça, quand même, Antoine. Comment? C'est un bon petit prix, ça, quand même. C'est c'est surprenant, même. Ouais, c'est surprenant. Je reconnais. Bon, sachant que là, j'ai mis la redondance, j'ai mis de la sauvegarde tous les 7 jours. Le cloud a la réputation d'être un peu cher. Là, c'est quand même très cher. Sur PostgreSQL, c'est pas du SQL Server. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. C'est l'avantage. Bon, après, là, dans mon cas, je voulais juste le lancer pour 24 heures. Je ne l'ai pas créé, rassure-toi, tout ça. Non. Et c'est pratique. Voilà. Il y a quand même un coût de démarrage qui est rapide. Si c'est pour 24 heures, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et puis pour les applications critiques, ils vous gèrent pas mal de choses pénibles. La haute disponibilité, la sauvegarde. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même très intéressantes. Mais oui, le cloud, c'est pas gratuit. Il y a un coût. Il y a un coût, mais par contre, vous ne payez pas quelqu'un qui passe 2 heures à installer une base de données, quoi. Et puis là, vous êtes sûr que votre base de données, elle est disponible 99% du temps. Enfin, oui, il y a quand même des garanties, quoi. Donc, non, je suis un peu étonné du prix parce que c'est vrai que nous, on a pris sur Murex, on a pris du SQL Server et c'est bien moins cher que ce qu'on peut voir. Alors, on l'a peut-être configuré différemment, mais il me semble que ça nous coûte peut-être 2000 € à l'année. C'est ça que je vois ce prix, je suis un peu étonné. Ouais, alors après, il y a des stratégies. FinOps, j'en ai parlé, on peut couper la base le soir, comme on fait chez Algofi, on peut couper le week-end. Il y a plein de stratégies pour diminuer les coûts. C'est vraiment à l'usage. Donc, il y a plein sur Internet de simulateurs de coûts. Et vous pouvez également suivre vos coûts via des. Là, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un peu sensible, mais il y a des tableaux de bord pour suivre les coûts, toutes vos subscriptions, donc en anglais vos abonnements, vos ressources commandées, on va dire. Puis il y a une gestion très fine des droits. Vous créez des abonnements, vous créez des droits, des users. Enfin voilà, c'est très segmenté. Et vous avez toutes vos ressources visibles dans un seul panneau. Souvent, dans les entreprises, on a du mal à voir quels assets on a, quelles ressources on a. Là, vous avez tout est listé, quoi. Voilà. Dans la cost management, si vous voulez gérer les coûts, vous avez des stratégies de coûts, d'outils pour gérer les coûts. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre produit qui vous intéresse? Non, pas de... On peut peut-être, Antoine, regarder, ça dépend des autres, mais tout ce qui est serveur virtuel, je crois que c'est la donc fonctionnalité de base. Là, on est plutôt sur de l'IAS. Donc, c'est calcul. On peut acheter du calcul ou pas? Est-ce qu'on peut acheter du calcul, de la puissance de calcul et tout, faire tourner les choses et tout ça, ça existe dans le cloud, non? On peut acheter de la puissance de calcul. C'est ce qu'on appelle des GPU qui font beaucoup de calculs. Je ne sais pas si tu entends parler de. Ouais, du calcul. GPU, tu peux commander sur la marketplace des GPU, effectivement. Ce n'est pas un cas que j'ai étudié, mais bien sûr, tu peux commander des grilles de calcul, des serveurs très puissants. C'est tout à fait possible. Là, dans le cas, on va prendre une machine virtuelle classique.
Donc, vous voulez un serveur, Windows 2022, je pense. Donc, vous faites ça. Pareil, vous avez un formulaire à remplir. Et vous voyez que donc, vous décidez, pareil, de quelle région. Donc, l'availability, donc c'est si vous voulez la haute disponibilité. Donc là, ça vous coûte cher. Quelle image? Donc là, c'est quel système d'exploitation vous voulez. Donc, là, vous voulez Windows Server 2022 Azure Edition. Quelle architecture serveur? Vous voyez des choses assez classiques. Un user, un password. Tout ce qui est gestion des ports. Alors, bien sûr, tout ça, c'est modifiable aussi par la suite, enfin, certaines caractéristiques. La taille des disques, vous voyez, c'est vraiment très souple. Donc, vous pouvez ajouter un disque de 2 Tera, ça va vous coûter très cher. Vous pouvez ajouter plusieurs disques. Vous pouvez chiffrer les données, plus ou moins. La partie réseau, donc vous pouvez ajouter un réseau virtuel. Donc, ça, c'est pour isoler les réseaux. Les ports qui peuvent y accéder. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très souple. Le monitoring, évidemment, il y a toute une partie monitoring qui est intéressante. Vous pouvez recevoir des alertes, par exemple, si vos disques sont quasiment pleins. Et des choses, vous pouvez sans doute personnaliser votre machine. Voilà, donc c'est très puissant. Voilà, pour créer un serveur Linux, un serveur Windows, en l'occurrence. Et bien sûr, vous avez accès à un catalogue d'images. Donc, vous avez beaucoup de systèmes d'exploitation disponibles. Certains gratuits, d'autres payants. Voilà pour la partie du portail. Je vais m'arrêter là sur la petite démonstration. Hop. On va revenir sur le SharePoint. Donc là, vous voyez là, mon SharePoint. Donc pour aller plus loin, donc, tout le monde peut créer un compte Azure gratuit. Cependant, il me semble qu'il faut spécifier son numéro de carte bancaire, même si Azure vous garantit qu'elle ne vous débite rien. Voilà, donc c'est souvent un petit peu un frein pour se lancer. Je sais que pour les étudiants, il n'y a pas besoin de spécifier de carte bancaire. Si vous avez un email d'étudiant, ça marche pour un petit peu inciter les étudiants à basculer sur Azure. Comme je répète, beaucoup de contenu en ligne sur Microsoft Azure. Donc, il y a plein d'articles de blog, de vidéos, du code, des bouts de code, des MOOC en particulier. Approchez-vous d'Algofy si vous voulez suivre des MOOC spécifiques sur le cloud ou Azure. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, il y a des certifications comme la fameuse AZ900. D'alerte au niveau des comptes. Comment? Et il y a des événements en ligne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressources disponibles. Donc, lancez-vous, quoi. Donc, conclusion, alors lancez-vous, vraiment, c'est intéressant de regarder un petit peu cet écosystème cloud. Ça touche beaucoup de métiers. Vous serez de plus en plus amené à en entendre parler, à utiliser ce genre de service. Et d'ailleurs, vous en utilisez déjà sans vous en rendre compte. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce meet-up, sur cette présentation? J'ai eu un petit problème de micro tout à l'heure. Je ne sais pas si tu m'entends là. Ouais. Ouais. J'avais une petite question au niveau quand on voit les coûts là comme ça là que tu nous as montré. Ouais. Est-ce qu'il y a un système aussi d'alerte typiquement, ouais. Attention, vous arrivez à tel montant. Bien sûr. Donc c'est la partie FinOps. Donc c'est vraiment un métier. Il y a des offres d'emploi FinOps que vous pourrez regarder où il y a effectivement plein de stratégies pour surveiller les coûts. Et effectivement, les cloud providers fournissent des alertes et des tableaux de bord pour éventuellement stopper des ressources ou t'alerter si ça dépasse un certain plafond. Voilà. Donc, regarde le sujet FinOps, c'est très intéressant. Okay. Il y a tout un ensemble de stratégies pour s'occuper des coûts. D'accord, merci pour l'info. Et il y a plein de produits data sur le cloud. Je t'invite également à t'y intéresser. Ouais, je suis allé au salon Big Data hier et il y en avait plein du cloud partout. Désolé. Tout ça. Ok. Et nous, c'est en lâché Algofy, ça, Antoine, hein, c'est ça le. Ouais, effectivement, Algofy est utilisateur du cloud, en particulier Azure, parce on se rapproche de Microsoft et on a également un petit peu d'OVH Cloud.
Mais il y a du cloud partout maintenant. Hein. Et en fait, il y a beaucoup de chantiers. Il y a beaucoup de chantiers de migration sur le cloud, par exemple. Vous devez voir sûrement ce genre d'appel d'offres, ce genre de mission, où les plus petits acteurs ou les nouveaux acteurs partent directement sur le cloud. Parce que dans une fintech, souvent, vous allez bosser sur le cloud. Quelle est la valeur ajoutée, je te connais un peu moins, à vrai dire, Antoine, entre les différents acteurs GCP? Pourquoi certains clients préfèrent passer par GCP, par Amazon ou par Microsoft Azure? Alors, moi, l'exemple que j'ai, je sais que les grosses banques utilisent du cloud hybride. Donc, ils ont un bout chez Azure, un bout chez Google, un bout chez AWS. En fait, AWS est le plus mature, il a le plus large catalogue de services. C'est vraiment celui qui donne un peu la voix. Il y a des services très évolués, etc. Google, ils sont connus notamment pour la partie Kubernetes, parce que notamment Google est le créateur de Kubernetes. Donc pour moi, c'est surtout cet intérêt-là qui est mis en avant. Mais Google, je dirais qu'il met moins de pions dans le cloud. Je pense que leur chiffre d'affaires, c'est toujours leur système de moteur de recherche et leur moteur de pub. Alors qu'AWS, je pense que maintenant une grosse partie de leur business, c'est AWS. Enfin, Amazon, une grosse partie du business, c'est AWS et plus forcément la vente de livres. Et Azure, il bénéficie de l'écosystème Microsoft Windows, etc. Donc tout le monde connaît Microsoft Windows. Donc ça plaît également. Ils ont une bonne force commerciale. Donc il y a beaucoup d'acteurs du CAC 40 qui adoptent Azure. Donc ils sont challengers de AWS, mais voilà, après il y a quelques caractéristiques sur les produits, mais ça évolue. Donc il n'y a pas de. Voilà, c'est des goûts et des couleurs. Je ne sais pas si j'ai une réponse un peu de Normand, mais voilà, il y a choisir un de ces trois, c'est très bien. Il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Après, c'est les préférences, les affinités avec l'éditeur. Et comme je dis, maintenant, la plupart des grandes boîtes ont un cloud hybride, donc ils sont chez plusieurs de ces acteurs. J'imagine que les tarifs Azure, AWS, etc., on est sur grosso modo les mêmes. Alors j'ai trouvé de la pub alors justement, ils essaient de dire que chez le voisin c'est plus cher, donc tu as beaucoup d'articles qui t'expliquent voilà, que dans ce cas d'usage précis, c'est 5 fois plus cher chez AWS que chez Azure. Donc ils essayent d'attirer le client en proposant des tarifs moins élevés. Les tarifs, quand même, baissent avec le temps. Il faut le savoir. Il y a également des stratégies. Si vous réservez des instances pour les 12 prochains mois, bah, ça vous coûte moins cher que voilà, si vous planifiez d'utiliser un service sur 12 mois et vous le déclarez dans Azure, ça vous coûte moins cher que de ne pas le déclarer. Enfin, voilà, il y a toute une partie FinOps. Mais oui, le prix, ça fait peur. Mais il faut savoir que derrière, ça vous fait quand même des ressources à moins recruter. Vous n'avez pas de DBA au quotidien, vous n'avez pas de machine de serveur, vous n'avez pas de toute la sauvegarde, ça vous soulage de la sauvegarde. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Pour moi, l'autre danger qu'on n'évoque pas dans cette meeting, c'est vraiment la sécurité. Il y a sur Internet plein d'affaires qui expliquent que voilà, un cloud mal sécurisé, il y a une fuite de données, le mot de passe n'a pas été changé. Donc il y a eu beaucoup d'affaires qui sont tombées dans la presse générale avec des affaires de cloud non sécurisé. Donc pour moi, le prix est un non-problème. Pour moi, pour l'instant, ce qui freine l'adoption, encore, c'est la sécurité et aussi le côté gouvernance ou le fait que ce soit des 3 acteurs américains. Ça plaît pas à tout le monde. Et je sais que certaines banques françaises sont assez frileuses de tout mettre dans le cloud, à juste titre. Et donc, il y a toutes des initiatives au niveau européen, hein, je pourrais en parler plus tard, mais qui essayent de monter un cloud au niveau européen. Je pense à l'initiative Gaia, par exemple, en particulier. Voilà, mais c'est encore minoritaire. On n'a pas d'acteur européen en cloud. Donc le cloud européen est encore assez balbutiement. Voilà. D'accord. On a OVH Cloud et des petits. OVH Cloud qui a vraiment que des services de base, hein, pas très chers, mais qui sont un petit peu limités dans. D'ailleurs, Antoine Algofi fait également appel à OVH Cloud. On est à la fois sur Azure et à la fois chez OVH Cloud. Tout à fait.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, on a pu, nous, lors de notre séjour au Maroc et dans le cadre de notre filiale, parler avec quelques clients justement au Maroc qui pour des raisons que tu cites, ne peuvent pas faire appel aux acteurs cloud américains pour des raisons de souveraineté, de gouvernance de données. Et donc, je crois, Antoine, Antoine Huran, qui sont en train de mettre en place un cloud marocain de manière à pouvoir justement héberger ces données-là en toute confidentialité, en toute sérénité, relativement aux acteurs américains. Donc, c'est pas que des problématiques européennes. Hein. Ouais. Oui, il y a des vrais enjeux sur la souveraineté numérique. Hein. Ça mériterait un meet-up à lui complet, mais effectivement, chaque pays essaye de retrouver sa souveraineté sur le monde numérique. Donc, par exemple, les Russes essayent de monter un système de votation, comme les Chinois, ils essaient d'avoir leur propre système de votation, leur propre Internet aussi. Donc, il y a c'est vraiment toute une guerre là, sur ce domaine. Hein. Donc, c'est intéressant. Ouais. Les métiers, peut-être parler des métiers autour du cloud. Naturellement, tu parles du DevOps, naturellement. Ouais, non, vraiment tous les métiers. J'avais justement trouvé. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai parlé du FinOps pour la partie un peu gestion des coûts. Il y a des architectes. Il y a vraiment tout un ensemble de métiers. Évidemment, qui c'est plutôt autour de l'IT. Mais vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais il y a vraiment tout un ensemble de métiers. Puis toutes les practices, data, etc. Il y a des services qui correspondent à leur practice. Donc, il y a vraiment il y a tout ce qui est machine learning, où ça fait beaucoup le buzz en ce moment sur les services cloud. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, ils essayent de vous vendre des solutions, des services miracles qui sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, regardez ça, mais il y a vraiment beaucoup de métiers. C'est les bases de données également. Bases de données, je dis, ça fait de la vidéo, ça fait enfin, voilà, il y a également, ils sont très copains avec OpenAI, Microsoft Azure, là, donc c'est un petit peu nouveau, mais il y a des services qui vont être de plus en plus intelligents. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont concernés par le cloud, directement ou indirectement, j'ai envie de dire. Pour vous partager un peu de l'expérience que j'ai eue avec ma boîte précédente, c'était dans l'imagerie médicale. Donc, ils ont mis en place aussi l'intégration avec Azure. C'est genre quand vous allez en fait dans les cabinets dentaires, les dentistes en fait ils font des photos comment ça s'appelle? Quand on passe en fait dans les machines, j'ai oublié le nom. La radio. Oui, la radio. Du coup, là, en fait, ça envoie sur le logiciel, en fait, ça envoie directement sur le cloud. Et comme ça, en fait, à partir de n'importe quelle machine, un peu partout, en fait, on peut accéder en fait, au dossier du patient. Bien sûr. Et du coup, voilà, c'était l'application, c'était en C++. Et du coup, c'est aussi suite en fait à la proposition en fait d'Antoine la dernière fois. J'ai préparé aussi une petite présentation de comment utiliser C++ avec Azure. Si vous voulez, je peux faire rapidement. Ouais. Tac. Tu fais une presse, d'accord. Ouais. Génial ça. Ouais, mais bon, c'est rapide. Donc, voilà. Vous voyez mon écran là? Ouais. Alors, pour installer, en fait, on a le manager des packages en C++ qui s'appelle VCP, VC Package, c'est Visual Code. Donc là, on peut utiliser pour installer, en fait. Là, c'est en mode passe, John? C'est en quoi? C'est en mode passe, c'est ça? C'est en mode passe? C'est en plateforme as a service? Non, c'est un SDK. En fait, tu télécharges un SDK vers ton PC. Après, tu peux faire appel en fait, à des fonctions, trucs comme ça. C'est ça ta question? Il faut que tu définisses ce que c'est qu'un SDK et on ne sait pas trop ce que c'est qu'un SDK. Non, je sais ce que c'est un SDK. Est-ce que je veux dire, là, on utilise quel service du cloud? On utilise le côté pass ou on utilise quoi? Ah oui, je vais en parler après. Ah, okay. Ça, c'est parler. Oui, ça, c'est du côté client, on dirait. C'est du côté client.
depuis une application si tu veux interagir avec Ah, ok, je là. pensais que Voilà, c'était- c'est du côté client. Oui. Du coup, voilà, après, bon, on installe le package SDK client. Et après, bon, on peut configurer aussi le CMake pour pouvoir utiliser. Et bon, principalement, on fait appel à des services REST en REST. Et bah, il faut faire attention qu'il n'y a pas des appels en fait asynchrone. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un truc genre je fais un appel, après j'attends qu'il me notifie en fait pour avoir la réponse. Il faut toujours, on envoie une requête et après bon, on attend pour avoir la réponse. Voilà. Donc sur Cloud en fait, il y a plusieurs types, sur Azure, pardon, il y a plusieurs types de données. Donc principalement table, blob et fichiers. Et souvent, je trouve que les gens utilisent beaucoup Blob. Voilà. Blob, bah, c'est des morceaux de données, voilà, sans contraint en fait de type. Et on peut faire plein de trucs avec. On peut créer des blobs, on peut faire la lecture, on peut faire la mise à jour, on peut faire la suppression des données. Donc, par exemple, si on va dans C++, voilà, pour pouvoir utiliser, on commence par ça c'est typique C++, on déclare en fait l'éditeur qui contient en fait les entêtes des fonctions. Après, on va faire appel en fait à des namespaces parce que dans ces namespaces en fait il y a des fonctions qu'on peut utiliser. Donc il y a des namespaces à Azure Storage. Et par exemple, si je veux faire des intégrations avec Blob, bah, je peux faire appel à ça. Après, dans l'application, voilà, on commence par la création en fait d'un string de ce qu'on appelle un string de connexion. Et avec ça, on fait renseigner en fait le HTTP, bon, l'adresse en fait du serveur, le nom, le compte, pardon, et après le mot passe. Après, là, c'est pour récupérer en fait un string de connexion. On peut aussi, là, en fait, ça c'est une façon de faire. Bon, après, avec le string de connexion, on peut obtenir après un string pour le conf. Et après, on crée un objet de type bookClient. J'ai déjà vu en fait le cas où on peut faire appel en fait à un URL pour récupérer un token. Donc, avec ce token, en fait, bon, ça expire au bout d'un moment, mais avec le token, on peut faire des requêtes auprès du serveur. Et avec ça, bon, une fois qu'on crée en fait le type book client, bon, avec toutes ces informations, bah, on peut l'utiliser, par exemple, pour. Alors, il faut commencer par récupérer en fait le container, parce que le blob, en fait, c'est dans le container. Voilà. Donc, on récupère le container et après, on récupère un bloc de blob. Voilà. Et avec ça, une fois qu'on a cet objet, on peut par exemple uploader des trucs vers ce blob. Par exemple, on peut uploader un fichier texte, il lit tout le contenu du fichier et on upload vers le blob. Et on peut aussi télécharger les données en fait à partir de ce blob avec le blob client et on renseigne en fait par exemple un fichier pour qu'il puisse télécharger là-dedans le contenu du blob. Et c'est que ça, on peut aussi supprimer le blob. Donc, pour vous dire que voilà, en C++, on peut très bien se connecter à un serveur Azure. On peut écrire, récupérer des données, écrire des données et supprimer des données sur plusieurs types de data différents, blob, table, fichiers, etc. Voilà. Azure se connecte avec un écosystème très large, hein. Donc des développeurs C++, aux analystes de données. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de cas d'usage. Donc merci de ta présentation. Et voilà, donc on va pouvoir, sauf s'il y a d'autres Moi, je voulais remarques. me permettre de faire deux Ouais. retours d'expérience. Vas-y. C'est super intéressant ce que tu as fait, Tuan. Moi, ça m'arrive de le faire également, je crois que c'est en PowerShell, où ils mettent à disposition, en fonction des différentes applications sur Azure, des commandes qui te permettent de te connecter directement via ton compte Azure.
et de manipuler les différentes applications Azure très, très simplement, un peu comme tu as fait avec le C++. Et voilà, donc c'est configurable et c'est beaucoup plus puissant même que sur la plateforme, Antoine, que tu as montré, la plateforme sur Chrome ou Explorer. Parce que c'est directement en ligne de commande, donc c'est super puissant. Retour d'expérience également pour dire moi, que la plupart des utilisateurs d'entre vous là, on est complètement sur le cloud Azure, puisqu'on utilise du Teams, du 365 qui sont directement des services liés à l'Azure. Donc Azure est quasiment partout. En tout cas chez Algofi, on fait un usage assez intense. Je pense d'ailleurs que c'est la force aujourd'hui de Microsoft, c'est de proposer une multitude de services à des structures comme Algofi ou comme d'autres, et avec une utilisation quasi transparente du cloud. Je parle bien sûr de Outlook, je parle bien sûr de Teams, voilà, de toutes ces applications qu'on utilise dans le quotidien qui sont intimement liées au cloud. Un autre retour d'expérience, je parlais avec un ami qui a une société où ils font plus de l'infrastructure et c'est amusant, je pense que c'est plus de l'ordre de l'anecdotique que de la connaissance cloud, qui se plaignait du cloud parce que c'est vrai que la plupart des sociétés aujourd'hui vont vers du cloud. La boîte d'antan, je sais pas, une boîte d'avocats avant, ils avaient leur serveur on-premise chez eux avec le données à l'intérieur. Maintenant, ils s'embêtent pas, ils mettent tout ça sur le cloud, toutes les données sont sur le cloud, etc. Et lui, il se plaignait que du coup, ça lui faisait du chiffre d'affaires en moins parce qu'aujourd'hui, c'est hébergé sur le cloud avec des frais d'abonnement qui sont peut-être supérieurs, mais par contre des frais de maintenance qui sont largement inférieurs à ce qu'il avait. Il y a moins de maintenance en théorie sur le cloud. Donc, il se plaignait du fait qu'il n'avait plus ce potentiel de devoir gérer des serveurs, de pouvoir gérer aujourd'hui. Alors, les boîtes quand ils continuent à gérer pour le compte de ces structures via le cloud, mais il n'a plus les serveurs physiques en face. Donc, du coup, c'est moins facturable. Donc, ça a vraiment un impact également pour tout l'écosystème de ce type de structure. Voilà, pour l'anecdote. Antoine? Oui, personne n'est épargné par la mode du cloud. Effectivement, il y a beaucoup d'usages. Donc, dans des dizaines d'années, ça sera une normalité dans notre industrie. Donc, voilà, c'est une évolution logique. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on fera d'autres meet-ups sur des sujets particuliers ou sur d'autres acteurs du cloud. C'est selon la demande. Mais voilà, donc on va pouvoir conclure ce meet-up.